Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. Pour commencer, un reportage en France sur des éleveurs et des agriculteurs qui ont adopté des méthodes novatrices pour réduire la pollution. Famine, tornades, inondations, tremblements de terre, cyclones, presque rien n'épargne le Bangladesh où les réfugiés climatiques sont désormais une réalité, un exode humain toujours plus massif vers les villes. Cap sur le Groenland, la région polaire la plus touchée par la fonte des glaciers, ce phénomène qui pourtant pourrait représenter une aubaine pour les habitants de la région. Vous en saurez plus ce soir dans Code 24. L'accès à l'énergie, c'est la priorité en Inde. 300 millions de personnes n'en ont pas, alors que ce soit avec du solaire, du nucléaire ou du fossile. Le gouvernement veut développer toutes les énergies et projette de construire plus d'une centaine de centrales à charbon. On vous emmènera ensuite en Champagne à la découverte d'un aspect insolite de cette région française, celle des édifices religieux et des cathédrales inattendues. Cap enfin sur le Ghana qui connaît l'un des plus forts taux de déforestation du continent africain, exacerbé par la désertification qui menace un des poumons de la planète. On vous emmène d'abord à la campagne, à la rencontre d'hommes et de femmes qui veulent défendre l'environnement. L'agriculture et l'élevage sont des activités hyper polluantes. Elles représentent un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et nombre de produits utilisés dans ces activités polluent les sols, les eaux et l'air. Alors, pour éviter d'abîmer une nature dont ils ont besoin, certains adoptent de nouvelles méthodes. Un éleveur de porcs a décidé de transformer les déjections polluantes de ces animaux en un biogaz qui produit une électricité verte. Et un agriculteur a choisi de diminuer les apports d'engrais et de produits phytosanitaires par de l'huile de coude et des techniques alternatives. Une approche vertueuse de leurs activités qui leur permet de soulager la planète autant que leur portefeuille. Aurore Dupuis et Laure Manin nous emmènent chez ces nouveaux paysans du 21e siècle. Dans cette campagne tranquille, une révolution invisible est en train de se jouer. Celle de fermiers qui changent les choses en douceur. Cette porcherie ressemble à beaucoup d'autres, mais ici l'expression « tout est bon dans le cochon » est prise au pied de la lettre. Jérôme Allus transforme les déjections de ces animaux en or vert. Ici, on a besoin d'une salle de pâturage où ils ont 8 semaines d'âge, où est produit le lisier d'environ 7000 m3 par an qui est envoyé dans le digesteur pour produire du biogaz. Le lisier produit naturellement du méthane, un gaz à l'effet de serre 28 fois plus puissant que celui du CO2, mais qu'on cherche ici à produire en quantité. Les bactéries des déjections sont nourries avec des céréales et chauffées à 42 degrés dans un immense méthaniseur de 6 mètres de haut. Le gaz produit est aussitôt transformé en électricité, assez pour alimenter plus de 500 maisons, et la chaleur du moteur, réutilisée pour chauffer la porcherie et le méthaniseur. Des économies substantielles. Aujourd'hui, on fait une économie de 15 à 20 000 litres de fioul par an. Donc une économie entre 15 et 20 000 euros. Des économies, mais aussi des gains, car l'exploitation a un contrat pour revendre son électricité à EDF pendant 15 ans. Les odeurs ont quasiment disparu et Jérôme Allus dispose en plus d'un engrais gratuit et complet. Donc après fermentation, je reprends le liquide pour l'épandre dans les champs, ce qui est un engrais naturel. L'engrais, un outil indispensable qui permet d'apporter aux plantes l'azote nécessaire à leur croissance. En excès, il passe dans les nappes phréatiques et peut rendre l'eau impropre à la consommation. Il peut même nuire aux plantes. Alors entre deux cultures, les agriculteurs font appel à Sylvain Bourron. Donc on prélève de la terre dans le sol pour réaliser des analyses d'azote, voir la quantité d'azote qui reste dans le sol, afin à terme de déterminer la dose d'azote à apporter. Avec sa tarière et son quad, Sylvain Bourron extrait des échantillons représentatifs de toute la parcelle. Un travail que de plus en plus d'agriculteurs lui demandent. Personnellement, à l'année, je fais plus de 1000 parcelles. Sur le département de la Marne, il se fait 5 ou 6 000 parcelles. Les échantillons sont triés par profondeur pour savoir quelles plantes peuvent récupérer l'azote du sol en fonction de la taille de leurs racines. Ça, après, ça va partir au laboratoire. Ces échantillons vont rejoindre des centaines d'autres, venus de tout le nord-est de la France et passer au crible.
Dans ce laboratoire, la terre est tamisée, filtrée, analysée, pesée. En fonction des quantités d'azote déjà présentes et des cultures prévues sur les parcelles, les ingénieurs délivrent des recommandations sur les quantités d'engrais à apporter. L'ammonium. Les pratiques agricoles se sont largement améliorées et se sont adaptées d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue environnemental. Après des années d'excès d'engrais et de produits phytosanitaires répandus sans restriction, c'est aujourd'hui la frugalité qui est à l'ordre du jour. Dans ce laboratoire, on analyse jusqu'à 80 000 échantillons de terre par an. Les informations sont ensuite transmises aux agriculteurs. Elles leur permettent de gérer au mieux leurs épandages d'engrais. L'agriculture de conservation, qui fait la part belle aux méthodes alternatives, est celle que pratique Jean-Paul Vinault. Dans les bilans, c'est ce qu'ils prennent en compte, quoi. Ouais, s'il y a des légumineuses dans le mélange, 20 kg d'azote en moins, c'est le bon ratio. Grâce à ses économies d'azote, il a pu acheter des semences de légumineuses qu'il a semées entre ses plants de colza pour empêcher le développement de mauvaises herbes et donc l'usage d'herbicides. Dans cette autre parcelle, la moutarde est en fleurs et les radis gigantesques, mais ces plantes ne seront pas récoltées. Elles servent d'engrais vert pour apporter à la prochaine culture toutes sortes d'oligo-éléments et entre-temps, elles nettoient l'atmosphère. Ça, c'est une pompe à carbone, en fait. Avec ça, on consomme du carbone de l'air et on stocke du carbone. Ces techniques alternatives, Jean-Paul Vinault les a développées au fil des années. Elles demandent souvent davantage de travail, mais moins de produits chimiques. L'environnement s'y retrouve et son portefeuille aussi, sans compter que cette agriculture-là est conforme à sa philosophie. L'agriculture a une partie de la réponse sur la fixation du carbone. Il y en a sur les économies d'énergie parce qu'on essaye d'en consommer moins avec d'autres façons de travailler ses sols, par exemple. Chacun, à son petit niveau, peut faire quelque chose. C'est le colibri qui essaye d'éteindre l'incendie de forêt. Voilà. Moi, je suis un petit colibri. Je papillonne comme je peux. Face au réchauffement climatique, de plus en plus d'agriculteurs et d'éleveurs prennent conscience de leurs responsabilités et s'adaptent pour prendre soin, comme le colibri de l'histoire, de cette nature qui leur est indispensable. Des typhons de plus en plus fréquents, le niveau de la mer qui monte, des villages engloutis par les eaux, des terres arables qui se salinisent, voilà la réalité à laquelle est confronté un nombre croissant de Bangladais. Leur pays, le Bangladesh, étant des pays du globe les plus affectés par les catastrophes naturelles et humaines. Famine, tornades, inondations, épidémies, tremblements de terre, cyclones, violences communautaires, presque rien ne l'épargne. Le Bangladesh est situé dans une zone géographique qui subit directement les conséquences du réchauffement climatique. Il enregistre l'un des plus hauts taux de précipitation d'Asie du Sud. Dans ce pays de 160 millions d'habitants et très densément peuplé, plus de 1200 habitants au kilomètre carré, ce phénomène alimente la pauvreté et un exode humain toujours plus massif vers les villes. Une réalité mise en image par Edouard Vander et Luis Kaminka. En plein cœur de Dhaka, le quartier Corail, l'un de ces bidonvilles champignons où la population s'est multipliée par 10 en seulement 30 ans. Chaque année, ils sont des milliers à venir s'installer ici, comme Jafar, arrivé il y a 2 ans. Jafar avait pourtant sa propre ferme et des revenus décents. Mais en 2013, le cyclone Villaru a ravagé sa maison et ses terres. Moi, j'aimais bien la vie au village. Je n'aurais jamais imaginé venir ici. Mais avec le cyclone, j'ai perdu ma maison et mon travail. Je n'avais plus le choix. Jafar a économisé 1 an pour pouvoir faire venir sa famille. Il a aujourd'hui son petit commerce et loue ce minuscule abri de tôle. Là, c'est le coin où on range nos affaires, les habits et mes outils. Et puis c'est là qu'on dort. Comme Jafar et sa famille, il serait déjà un demi-million. 500 000 personnes poussées par le réchauffement climatique des campagnes du Bangladesh vers les bidonvilles de la capitale. Mon village est très beau, mais les gens s'en vont tous. J'ai même retrouvé des amis ici. Mais la vie est beaucoup plus dure dans la ville. Je voudrais qu'on économise pour repartir là-bas. Au sud du pays, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui sont en première ligne du réchauffement de la planète.
là où les maisons ressemblent à des embarcations à la dérive et leurs habitants à des naufragés. Ici, la population a toujours été confrontée aux excès du climat, mais la fréquence des cyclones a changé la donne. Il y a un demi-siècle, un typhon tous les 20 ans. Aujourd'hui, tous les 2 ans en moyenne. Kalpana élève ses 3 enfants au rythme de ces violents caprices de la nature et de la lente et inexorable montée des eaux. Avant, on habitait de l'autre côté, mais il y a eu un ouragan. Alors, on s'est installé par là, un peu plus loin. Mais la maison a été détruite par la rivière. La montée des eaux, l'autre conséquence du réchauffement. Ce village est d'ailleurs construit sur un ancien cimetière chrétien, désormais inondé. On estime que 20 à 30 millions de Bangladais comme Kalpana seront réfugiés climatiques d'ici 2050. La vie en état d'urgence permanent. Vous voyez, on est toujours prêt. Ça, c'est un sac avec des vêtements. On prend les oreillers pour dormir, les affaires d'école des enfants et un peu de nourriture. Le reste, on le met en hauteur et on n'a plus qu'à prier. Les eaux de l'Himalaya se déversent dans l'océan à travers le Bangladesh. Ce pays delta, extrêmement plat, est frappé régulièrement par les inondations et les cyclones. C'est aujourd'hui la nation la plus vulnérable face aux bouleversements climatiques, devant l'Inde et Madagascar. Toute cette partie-là est très plate. Et une légère élévation de la mer implique une pénétration massive d'eau. Cette ligne montre la zone qui est seulement à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Donc tout ça sera inondé par l'eau salée. Le Bangladesh, un pays qui s'efface et se salinise. Les scientifiques ont eu beau développer une variété de riz résistantes au sel, les taux de sodium dans la terre deviennent trop importants et rendent les sols stériles. Il y a encore 10 ans, le père de Khalid cultivait ici des dizaines d'hectares de rizières. Cela lui est désormais impossible. Il s'est reconverti dans l'élevage de poissons. Ici, on n'arrive plus à avoir de l'eau douce. Donc on ne peut pas cultiver de riz ou de légumes comme avant. Dans la région, vous ne trouverez que du poisson et de la crevette. À perte de vue, des bassins d'élevage et des millions de litres d'eau salée qui ne font qu'accélérer ce processus de salinisation jusqu'en profondeur. À Mongla, un village pourtant à plus de 50 km des côtes, la nappe phréatique est contaminée par le sel et l'eau potable est devenue un combat quotidien. Vous voyez ce qu'on est obligé de faire? Ça, c'est de l'eau qu'on achète. Mais cette eau n'est même pas potable. Il faut qu'on utilise ces cristaux chimiques pour qu'elle devienne inoffensive. Victime des cyclones, de la montée du niveau de l'océan et du manque d'eau potable, le Bangladesh vit aujourd'hui l'injustice climatique. Alors qu'un occidental génère souvent plus de 10 tonnes de CO2 par an, un Bangladais en produit 100 fois moins. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.